Bonjour et bienvenue à tous au sommaire de ce journal. 4 projets de loi adoptés hier par le gouvernement ivoirien en Conseil des ministres et au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Ils concernent le mariage, la succession, la minorité et la filiation. Cette réunion gouvernementale a été dirigée par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Toujours en Côte d'Ivoire, plusieurs réformes locales engagées par le gouvernement en raison, entre autres, des impôts locaux non recouvrés. Au nombre de ces réformes, l'autonomisation financière des collectivités territoriales. Enfin, le meilleur enseignant du monde est africain. Le religieux kényan Peter Tabachi a été récompensé pour son dévouement. Le mariage, la succession, la minorité et la filiation, 4 projets de loi adoptés hier en Conseil des ministres au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Il s'agit pour le gouvernement ivoirien de renforcer l'égalité entre l'homme et la femme et surtout de protéger les enfants mineurs. Le Conseil des ministres s'est déroulé au palais présidentiel en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara. Les précisions de Jérôme Kofi Ebola. Pour une amélioration des rapports entre conjoints, c'est l'une des préoccupations du gouvernement et par conséquent, il entend tout mettre en œuvre pour rendre la situation du mariage meilleure. Un projet de loi dans cette perspective a été pris, sans compter les 3 autres sur les successions, la minorité et la filiation, au cours du Conseil des ministres tenu ce mercredi au palais présidentiel, sous la présidence, comme d'habitude, du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Ces différents projets de loi concourent ainsi à équilibrer et à améliorer davantage les rapports entre conjoints, conformément au principe de non-discrimination et d'égalité de droits et de responsabilité des époux dans le mariage tel que proclamé par les instruments internationaux pertinents et consacrés par notre Constitution. Il prévoit entre autres l'amélioration des droits successoraux du conjoint survivant qui intervient désormais en concours avec les enfants et les parents du défunt. En outre, il entoure le mineur d'une protection plus accrue qui priorise son intérêt, notamment en matière de filiation, afin d'assurer son bien-être et l'épanouissement harmonieux de sa personnalité. Le Conseil a eu aussi à son ordre du jour plusieurs projets de décrets, mesures au nombre desquelles celles portant définition de la procédure de délimitation des territoires des villages. Ce décret modificatif de la procédure de délimitation des territoires des villages intègre l'Agence foncière rurale nouvellement créée dans la mise en œuvre de cette procédure. Cette agence y aura pour rôle de désigner l'opérateur foncier chargé de procéder à la délimitation afin de fixer et de matérialiser les limites officielles des villages dans le but d'apporter une solution durable aux conflits fonciers. Toujours à l'occasion de cette séance, les conclusions de la revue sectorielle 2018 des projets du contrat de désendettement et de développement C2D ont été l'objet d'une communication. Ces travaux ont permis de faire le point du traitement des diligences retenues et des recommandations faites lors de la revue sectorielle de l'année 2017 et de la mini-revue technique de novembre 2018. Les conclusions de ces travaux révèlent un excellent niveau de mobilisation des ressources disponibles, soit 88,64%, et une bonne exécution des missions assignées aux acteurs. Ainsi, le bilan des projets et programmes indique un niveau globalement satisfaisant de réalisation avec plusieurs ouvrages d'envergure achevés, d'importants matériels d'équipement acquis et mis en service au bénéfice de nos populations. Le Conseil a aussi fait cas, et cette fois à son point de divers, de la prochaine session inaugurale de l'Assemblée nationale. À cet égard, le Conseil a informé que le président de la République, Alassane Ouattara, conformément à la coutume, sera présent pour une adresse à l'endroit des populations.
Revenons, si vous le voulez bien, sur la 7e édition de l'Africa CEO Forum. Le Premier ministre ivoirien a participé aux travaux de ce forum économique à Kigali, au Rwanda. Amadou Gon Coulibaly a rassuré les investisseurs quant aux échéances électorales de 2020. Le chef du gouvernement ivoirien les a également invités à saisir les opportunités d'affaires qu'offre son pays. Les explications de Herman Guivet. Séance, questions-réponses. Et seulement quelques minutes au chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly pour inciter, mieux convaincre les chefs d'entreprise présents à ce panel d'investir en Côte d'Ivoire. Quel dispositif la Côte d'Ivoire a-t-elle mis en place pour attirer les investisseurs et pour permettre justement au secteur privé de pouvoir jouer pleinement son rôle dans la création d'emplois, dans le développement de l'économie? Des réformes sont en cours et sont bien avancées. Un auditoire qui ne manque pas de faire cas de ces interrogations au chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly et qui trouve également réponse à ces questions. Sujet économique, mais également politique. Il y a une présidentielle en 2020 en Côte d'Ivoire. On assiste à quelques tensions politiques entre partenaires, anciens partenaires. Est-ce que vous craignez cette échéance? Est-ce qu'elle est de nature à provoquer une certaine instabilité et éventuellement à remettre en cause tout ce qui a été fait dans les 10 dernières années? Non, je ne pense vraiment pas, dans le plus profond de moi-même, qu'il faille donner à ce débat politique plus d'éléments de peur que ça ne devrait avoir. Je le pense profondément. Et je voudrais rassurer, en plus les investisseurs qui sont là, pour que ce ne soit pas pour ceux qui ont une intention d'investissement en Côte d'Ivoire, avec les performances économiques que nous connaissons, que ça, ce ne soit pas un élément de ralentissement donc, par rapport à leurs intentions. Je veux vraiment les rassurer. Fini le grand oral. J'ai indiqué la volonté politique du président de la République de pousser donc à l'intégration, mais qu'il fallait qu'au-delà donc des principes en matière de liberté de circulation des biens et des personnes, que nous posions des actes qui permettent donc aux hommes d'affaires de pouvoir investir donc sur le continent dans des conditions de compétitivité donc qui soient améliorées. Nous avons expliqué ce que nous faisons, ce que nous pouvons apporter et naturellement j'espère qu'au niveau de l'auditoire que tout le monde a bien compris et que ça pourra inciter les uns et les autres à venir investir à Côte d'Ivoire. La volonté politique est importante, c'est de faire en sorte que le repli sur soi donc, ne soit pas donc, une option et que les uns et les autres, pour ceux qui n'ont pas encore ouvert leur économie aux autres pays, donc qu'ils sachent que c'est la voie qui est tracée, que nous voulons des marchés de plus en plus importants pour permettre donc, à nos secteurs privés donc, de pouvoir être compétitifs et de pouvoir gagner des parts de marché. C'est ce que nous voulons. Donc voilà, et je crois que c'est un message qui est compris. Parmi la centaine d'exposants présents au Kigali Center Convention, des entreprises ivoiriennes venues exporter leur expertise. L'appel que nous voulons lancer en tant qu'investisseurs ivoiriens, c'est de dire que la Côte d'Ivoire, c'est une terre d'opportunité. C'est un pays à forte croissance, donc toutes les conditions sont réunies pour attirer tous les investisseurs. Le Premier ministre l'a rappelé, l'agro-industrie est la priorité. Bon, moi, je suis dans un secteur les énergies, où la Côte d'Ivoire est présente, mais il y a encore beaucoup à faire. Donc on est toujours à l'écoute de ce qui est possible. Je crois que dans ce domaine, il y a aussi beaucoup de choses qui sont en train d'être développées. Donc oui, il y a beaucoup d'intérêt, surtout en tant que local, de développer l'intégration dont on a parlé et aussi la possibilité de promouvoir des acteurs locaux et régionaux. C'est quelque chose qu'on va suivre de près. En somme, des chefs d'entreprise satisfaits de la présentation du chef du gouvernement. Tous sont unanimes. La destination Côte d'Ivoire rassure. Restons à Kigali, au Rwanda, où le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly a accordé plusieurs audiences, et cela toujours dans le cadre de l'Africa CEO Forum 2019. On retrouve Herman Guivet. Une série d'audiences au programme du chef du gouvernement ivoirien à Kigali. L'administrateur représentant la Côte d'Ivoire au conseil d'administration du groupe de la Banque mondiale, Jean-Claude Tchatchouan, reçu par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. C'est d'abord une visite de courtoisie. Je suis venu me présenter au Premier ministre parce que j'ai pris fonction en novembre 2018 et je n'ai pas encore eu l'occasion de me rendre en Côte d'Ivoire et j'ai profité donc de son séjour ici à Kigali pour lui rendre une visite de courtoisie, me présenter et de parler aussi de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le groupe de la Banque mondiale. Ça se porte très très bien, c'est une coopération, comme vous le savez, qui date de nombreuses années, qui marche très bien, mais on cherche toujours à améliorer cette coopération.
Le chef du gouvernement ivoirien a ensuite échangé avec le président des activités du groupe Unilever pour l'Afrique, Bruno Whitfoot. Le groupe Unilever envisage intensifier son action de production en Côte d'Ivoire. Nous allons réinjecter plusieurs dizaines de millions d'euros dans Unilever Côte d'Ivoire. Et puis l'idée, c'est de continuer à investir. Nous avons aussi des projets d'ambition de développer nos volumes de savon dans notre usine de Vridi, donc la même usine, pour pouvoir aussi non seulement satisfaire le marché local, et comment on peut utiliser cet asset de production à Abidjan pour irriguer aussi l'ensemble du marché de l'Afrique francophone. Le groupe Unilever compte plusieurs décennies de présence en Côte d'Ivoire. Il est engagé à l'heure actuelle dans un très gros processus de recapitalisation de la société dans le pays. Autre actualité, l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire a fait ses adieux. Tang Weibin a participé récemment à un dîner offert par l'État ivoirien. À noter que Tang Weibin a été élevé au grade de commandeur de l'Ordre national du mérite ivoirien au nom du président de la République Alassane Ouattara. On en parle avec Michel Digré. Bonheur de son Excellence, M. Tang Weibin et de son... C'est la fin d'une mission qui aura duré 4 ans. 4 années au cours desquelles l'ambassadeur chinois Tang Weibin a contribué à booster les relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et la Chine. En 2016, nous avons ensemble réhabilité le bloc du ministère des Affaires étrangères, lancé les travaux de construction du stade olympique d'Ebimbe, projet don de la partie chinoise, et mis en service les routes frontalières reliant la Côte d'Ivoire et le Mali. En 2017, nous avons ensemble assisté à la mise en service du plus grand barrage de l'Afrique de l'Ouest, le barrage de Soubré, lancé les travaux de construction du projet don du lycée d'excellence de Grand Bassam, remis le don d'un patrouilleur et des équipements de réparation de navires à la marine ivoirienne. Et en 2018, nous avons remis le don des scanners de conteneurs à la douane ivoirienne. Tang Weibin était aussi passionné des zones rurales ivoiriennes. Des tournées qui lui ont permis de découvrir le pays profond, afin d'apporter l'aide de la Chine à ces populations souvent vulnérables. Pour toutes ces actions en faveur de la Côte d'Ivoire, le pays lui témoigne sa reconnaissance. Tang Weibin est élevé au rang de commandeur dans l'Ordre du mérite national ivoirien. L'un des domaines les plus dynamiques de la coopération entre nos deux pays est sans nul doute celui du commerce, qui a connu un accroissement considérable ces dernières années sous votre leadership. En effet, le volume des échanges commerciaux, qui est passé d'environ 715 milliards de francs CFA en 2015 à plus de 825 milliards de francs CFA en 2018, fait de la Chine le 3e partenaire commercial de la Côte d'Ivoire au plan mondial et le premier au plan asiatique. De 2011 à 2018, les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et la Chine sont passés de 271 milliards de francs CFA à 823 milliards de francs CFA. Plus de 600 millions de francs CFA pour financer les études relatives au projet d'aménagement du centre hospitalier universitaire de Cocody. C'est une initiative du Japon. Un accord de coopération a donc été signé il y a quelques jours entre Abidjan et Tokyo. Les détails avec Francis Boifo. Un second accord est attendu pour la prise en charge des travaux de construction et l'équipement des services de santé maternelle et infantile du centre hospitalier universitaire CHU de Cocody. Celui signé mardi entre le gouvernement japonais et l'État de Côte d'Ivoire porte sur un don de 630 millions de francs CFA. Il permettra de financer l'étude du concept détaillé du projet. Ce projet vise à réduire les taux de mortalité maternelle et infantile qui, en dépit des efforts déployés par le gouvernement ces 10 dernières années, demeure au cœur des préoccupations de notre système sanitaire. Ainsi, il a pour objectif d'améliorer les services de soins maternels et infantiles du centre hospitalier universitaire de Cocody par l'agrandissement donc des services d'obstétrique et de néonatologie et leur fourniture en équipement. Tout ce qui touche à la santé représente pour le gouvernement une urgence. Cette cérémonie souligne toute l'importance de la coopération qui existe entre le JICA et le gouvernement de la Côte d'Ivoire. En 1994 et 1997, la JICA a intervenu au CHU de Cocody en précédant à son extension à travers
la construction de bâtiments de consultation externe et en réhabilitant le centre. Partenaire de la Côte d'Ivoire, le Japon a signé de janvier 2019 à ce jour 3 accords dans les domaines des infrastructures routières, de l'alimentation et de la santé. 3 accords donc en 3 mois. Toujours au chapitre santé, le 14e congrès de l'Association panafricaine des chirurgiens urologues. Les travaux se déroulent à Grand-Bassam, dans le sud de Comoé. Ces professionnels de la santé réfléchissent aux méthodes de prévention et de prise en charge des maladies de l'appareil urinaire. Didier Nguessan. L'Association panafricaine des chirurgiens urologues tient son 14e congrès à Grand-Bassam autour du thème « Les pathologies urologiques et médecine sexuelle en Afrique ». Le cancer de la prostate, les fistules obstétricales sont entre autres les pathologies traitées par ces praticiens de santé publique. Le cancer de la prostate, malheureusement, est la première cause de mortalité dans nos services d'urologie en Côte d'Ivoire. Nous allons parler de cela. Nous allons parler aussi des innovations technologiques qui sont intervenues en urologie, notamment la chirurgie laparoscopique, les dysfonctions érectiles, les éjaculations prématurées, qui sont des troubles qui affectent la qualité de vie des hommes. Je crois que c'est ce qu'on appelle la santé sexuelle. C'est aussi tout aussi important que toute autre pathologie. La transplantation rénale, la médecine sexuelle, les cancers urologiques, entre autres, feront l'objet de communication et d'échanges entre urologues durant 4 jours. L'urologie est un champ très très vaste qui va s'occuper également de la pathologie lithiasique, ce sont les calculs que l'on trouve dans les voies urinaires, de la fertilité de l'homme, des problèmes d'érection de l'homme. Mais lorsqu'il s'agit d'une pathologie prostatique, par exemple, la première alerte, ce sont les problèmes mictionnels. C'est quand la personne se met à uriner un peu plus fréquemment qu'habituellement ou alors avec un peu plus de difficultés qu'habituellement. À ce moment-là, il faut quand même aller consulter. De même, lorsque l'on a des difficultés d'érection, il ne faut pas hésiter à aller consulter parce que ce sont des choses qui peuvent être traitées. Les pathologies urologiques constituent un véritable problème de santé publique. Plusieurs laboratoires et unités de recherche ont exposé leurs innovations technologiques pour le traitement et la prise en charge de ces maladies. Daoukro, dans le centre-est du pays. Les populations, notamment les femmes et autres seniors, ont bénéficié récemment d'une séance de dépistage précoce du diabète et du cancer du col de l'utérus. Selon le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, le taux de prévalence du diabète dans le pays est de 4,8%. Celui du cancer du col de l'utérus est estimé à 26%. Soro Corona de RTI Boaké. De 33 000 en 2010, les malades du diabète sont passés à 800 000 en 2018, selon les données de la Fédération internationale du diabète. Ces chiffres pourraient tripler d'ici à 2020 et le diabète serait la 7e cause des décès en Côte d'Ivoire. Le cancer du col de l'utérus connaît également une progression. Plus de 450 000 nouveaux cas ont été enregistrés en Côte d'Ivoire en 2018 pour 150 000 décès. Plus de 500 000 femmes mourront de cette maladie en 2030 si rien n'est fait. Chaque année, ces taux augmentent à cause de la sédentarité. De nos jours, les gens ne font pas assez d'activité physique. Et puis, nous avons des mauvaises habitudes alimentaires. Nous mangeons trop gras, trop sucré. Il y a aussi le stress qui est un facteur qui joue dessus. Le cancer du col, c'est une maladie, n'est-ce pas, qui évolue à bas bruit. Quand ça se développe, les femmes ne savent pas. Je trouve que lorsqu'on reçoit ces patientes dans nos différents services, c'est un stade avancé. Les femmes qui sont séropositives, celles qui fument, celles qui utilisent les médicaments à base de corticothérapie, une immunodéprimée, toutes ces personnes-là doivent être dépistées. Ces 2 jours, nous offrons donc le dépistage gratuit du diabète et de l'hypertension artérielle pour 500 personnes, le dépistage gratuit du cancer du col pour 200 femmes. En 2018, 4 millions de nouveaux cas du col de l'utérus ont été dépistés pour 1 400 000 décès dans le monde. Le taux de prévalence du diabète en Côte d'Ivoire est de 4,8% et celui du col de l'utérus est de 26%.
Un tout autre sujet à présent, le gouvernement ivoirien a engagé récemment une série de réformes locales en raison, entre autres, des impôts locaux non recouvrés. Au nombre de ces réformes, on peut noter l'autonomisation financière des collectivités territoriales. À noter qu'en 2018, le niveau de recouvrement des recettes propres de ces collectivités locales était de 48%. Les explications tout de suite de l'Anciné Bakayoko. On n'en est pas encore au gel des concours de l'État aux collectivités territoriales, mais le gouvernement explore de nouvelles voies afin de garantir la capacité des collectivités territoriales d'agir pour renforcer le processus de décentralisation. Le gouvernement a une vision claire sur la décentralisation et souhaite que nos élus locaux gèrent leurs collectivités territoriales dans la rigueur, en s'appuyant sur des principes de bonne gouvernance. Les communes ont des ressources propres, mais souvent il faut aider les maires à assurer la meilleure collecte de ces ressources. Au 31 décembre 2018, le niveau de recouvrement des recettes propres s'élevait à seulement 48%. Une situation qui laisse ces collectivités territoriales fortement dépendantes des subventions de l'État. La plupart des commerçants savent qu'il faut payer des taxes, mais pour ces commerçants, pour ces contribuables, pour eux, ça se résumait seulement aux taxes forfaitaires qui sont payables de façon journalière dans certaines collectivités. Alors que nous, c'est les 13 types de taxes perçues par voie de rôle que nous sommes allés les recenser et en donner des valeurs monétaires. Loin de fragiliser leur gestion, la réforme fait rêver les exécutifs locaux. C'est un moyen plus efficient d'accroître nos ressources propres et donc de nous permettre de travailler parce que l'essentiel de notre travail, c'est d'investir. Mais nous devons apporter un bien-être au quotidien de nos populations dont nous tenons notre légitimité. À Bangourou, Adzope, Boaké, Bongwanou, Bondoku, Boafle, Bundiali, Ferkesedougou, Gagnoa et Man sont les 10 premières localités où s'est déroulé ce recensement du potentiel fiscal. On s'intéresse à présent à l'ouverture des travaux de ce séminaire sur la deuxième phase du processus d'élaboration des contrats de performance des institutions d'enseignement supérieur et de recherche en Côte d'Ivoire. Sephora Zegui et Didier Nguissan. Pendant 5 jours, les responsables d'universités, des unités de formation et de recherche UFR, des grandes écoles et des institutions de recherche apportent leur contribution pour élaborer un contrat de performance. Il s'agit d'un document qui indique la démarche que doivent suivre les activités pédagogiques pour parvenir à un management de qualité. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique y accorde du prix. Il s'agira pour cette deuxième phase qui concerne l'actualisation des plans d'orientation stratégique en impliquant tous les acteurs de la communauté universitaire, de faire un diagnostic sans complaisance avec un seul objectif, celui de l'amélioration de l'existant, de proposer des solutions permettant non seulement un fonctionnement normal de nos institutions d'enseignement supérieur et de recherche, mais aussi et surtout de les rendre désormais plus performantes, de définir dans une démarche participative les résultats attendus au regard des objectifs initialement arrêtés en cohérence avec la vision de l'État. À travers les contrats de performance, l'État et les différentes institutions engagent des négociations pour identifier conjointement les indicateurs de performance des institutions publiques d'enseignement supérieur et de recherche. Ce projet est financé par la coopération française à travers le contrat de désendettement et de développement C2D. Je vous l'annonçais dans les titres, un professeur de mathématiques kényan sacré meilleur enseignant du monde. Peter Tabichi, c'est son nom, a été récompensé récemment pour son dévouement par la fondation Verke, basée à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Son portrait avec Alexis Ouedraogo. Il a 36 ans. Peter Tabichi, professeur de mathématiques et de sciences. Il a été élu meilleur enseignant du monde dimanche 24 mars à Dubaï. Au collège secondaire Kériko à Pwani dans l'ouest du Kenya, le jeune franciscain allie excellence et générosité. Il dépense près de 80% de son salaire pour aider les élèves défavorisés.
Dans la zone où se trouve son village, la grande majorité des élèves sont issus de familles pauvres. Plusieurs sont orphelins, exposés à la toxicomanie, aux grossesses précoces, à l'abandon scolaire, incapables de payer livres et fournitures sans ce soutien financier. Pour améliorer le niveau de l'école malgré des classes surpeuplées de plus de 80 élèves, Tabichi et 4 de ses collègues dispensent des cours à domicile. Et bien qu'il ait un seul ordinateur portable et une mauvaise connexion Internet, le religieux a créé un club de développement des talents. Il a également élargi le club des sciences de l'école, aidant ainsi les élèves à concevoir des projets de recherche d'une telle qualité que beaucoup se qualifient désormais pour le programme national. Son dévouement, son travail et sa foi dans le talent de ses élèves ont permis à son école dans une zone rurale reculée et avec très peu de ressources de remporter le prix de la meilleure école au concours national interscolaire de sciences. Mieux, ces élèves ont participé à des compétitions scientifiques internationales et ont remporté un prix de la Royal Society of Chemistry, une société savante des Royaumes-Unis dont le but est l'avancement des sciences chimiques après avoir exploité la vie des plantes locales pour produire de l'électricité. Le Burkina Faso s'imprègne du modèle ivoirien en matière de réforme de l'administration publique. Une délégation burkinabé est actuellement en Côte d'Ivoire. Ce séjour entre dans la mise en œuvre effective du traité d'amitié et de coopération entre les deux pays. Grace Kando. Une délégation du ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale du Burkina Faso s'inspire du modèle ivoirien en matière de gestion de l'administration publique. Programmation des effectifs et processus de recrutement des fonctionnaires et agents de l'État, système d'information des ressources humaines, répertoire des emplois et des compétences, autant de thématiques qui sont abordées par les deux parties. Les expériences ne sont pas toujours les mêmes. Donc, il serait intéressant de voir comment les choses se passent ici, et à vue également de tirer un peu vers le haut ce qui se passe chez nous. Il y a le système même, le dispositif informatique de gestion, parce qu'on ne peut plus continuer la gestion de ressources humaines de l'État comme on le faisait en 1960-1970 avec quelques effectifs. Aujourd'hui, c'est des milliers, sinon des centaines de milliers d'agents publics. Il faudra avoir le dispositif le mieux adapté aux défis nouveaux pour pouvoir mieux gérer. Le président de la République, parlant de l'émergence, a bien voulu mettre la Côte d'Ivoire au premier plan dans toutes les actions. Et en matière de fonction publique, aujourd'hui, nous avons des outils performants de gestion. Cette visite de travail de la délégation burkinabé sur les bords de la lagune Ébrié fait partie de la mise en œuvre de la matrice conjointe d'action 2018-2019 élaborée en matière de fonction publique dans le cadre du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, signé à Ouagadougou en juillet 2008. Francelin Glaudet, nouveau président de l'intersyndicale des médias. Il a été élu le 23 mars dernier lors d'une assemblée générale élective. C'était à la Maison de la Presse, dans la commune du Plateau. Éric Goré. Lui, c'est Francelin Glaudet. Il est désormais le nouveau président de l'intersyndicale du secteur des médias en Côte d'Ivoire. Son élection s'est faite à la Maison de la Presse. Ce sont les délégués des 11 syndicats que compte ce secteur qui ont choisi Glaudet Francelin, journaliste aux Patriotes. Dans 2 semaines, on va entreprendre une tournée au sein des entreprises de presse, des entreprises des médias et des sièges des syndicats pour pouvoir recenser de façon exhaustive les problèmes des gens et les poser. Pour cela, je demande la solidarité des uns et des autres. Il succède ainsi à Kwadio Amonzam de la RTI, qui a passé un seul mandat à la tête de ce syndicat. Dans le syndicalisme, il n'y a que l'esprit de solidarité qui fait que très souvent, nous faisons bouger beaucoup de choses. Je serai toujours à ses côtés pour qu'on puisse mener les actions nécessaires. Notons que le président de l'intersyndicale est élu pour 3 ans renouvelables, une seule fois. Cet événement a eu pour parrain le député de Lakota, l'honorable Kouyaté Aboulaye. Guillaume Bateau, quant à lui, est nommé porte-parole et secrétaire exécutif
de l'intersyndicale. En Algérie, le président Abdelaziz Bouteflika perd progressivement tous ses soutiens. Après l'armée et le Rassemblement national démocratique, partenaire de la coalition au pouvoir, c'est aujourd'hui au tour de la puissante fédération syndicale UGTA de demander la démission de Bouteflika. Enfin, au Royaume-Uni, le Premier ministre Theresa May a annoncé hier qu'elle quitterait ses fonctions si son accord de Brexit était adopté. Elle cède ainsi aux appels de nombreux députés. À noter que le Parlement britannique a approuvé le report du Brexit par 441 voix contre 105. Merci de nous avoir suivis.